السلام عليكم الزول فلاون صحة نظامكم وصحة فطوركم. Le thème d'aujourd'hui c'est: est-ce que le président Si Abdelmajid Tebboune est en difficulté, voire en danger, à cause de la crise très aiguë qu'il y a entre Alger et Paris. Dans cette perspective-là, j'aimerais resituer le contexte de ce nouveau partenariat que l'Algérie essaie de développer avec les États-Unis en nous posant la question suivante: est-ce que les États-Unis pourraient aider le pouvoir algérien, le gouvernement algérien, à résister aux assauts quotidiens de la France, que ce soit la France politique, diplomatique, intellectuelle, médiatique, judiciaire. Et à cet égard, j'aimerais vous reparler de l'accord stratégique qui a été signé par l'Algérie et les États-Unis, donc le 22 janvier 2025 à Alger, entre le ministre délégué à la Défense, M. Chenghariha, et le président de l'Africom, M. Langlais, et essayer de comprendre si ce partenariat stratégique sera de nature à protéger l'Algérie. Alors, on va faire un petit flashback historique qui date simplement du 29 septembre 2022. À l'époque, j'étais en prison, à la prison de Schleff, et il avait été signé par des membres du Congrès américain, 27 membres du Congrès américain, donc à la tête desquels Lisa McClain et aussi l'actuel secrétaire d'État aux affaires étrangères américain, c'est-à-dire Marco Rubio. Et que demandaient ces 27 parlementaires américains? Ils demandaient purement et simplement des sanctions contre notre pays. Pourquoi? Car à l'époque, l'Algérie avait décidé d'acheter pour un montant de 7 milliards de dollars de l'armement russe, et dans le cadre de cet achat, il y avait les fameux Sukhoi 57. Et il y a une loi américaine qui date de 2017 qui dit très clairement que chaque pays qui achèterait de l'armement à la Russie, notamment dans le cadre de l'effort de guerre que la Russie a décidé d'entreprendre à partir de février 2029, ces pays-là seraient sanctionnés. De quelle façon? En gelant notamment tous les avoirs de l'État et des dirigeants de ce pays. Donc voici la lettre qui avait été envoyée par ces parlementaires au secrétaire d'État de l'époque, le fameux Anthony Blinken que vous connaissez. Voilà. Donc 27 parlementaires américains. Voilà, je vous fais défiler les noms et les signatures. Voilà, c'est ce qu'on appelle le lobby anti-algérien aux États-Unis. Le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, un des signataires qui avait écrit Anthony Blinken, parce que vous savez que dans le cadre de cette loi de 2017, le secrétaire d'État américain aux affaires étrangères peut sanctionner n'importe quel pays qui soutiendrait militairement la Russie sans avoir à en référer au président américain. Donc il a un pouvoir extrêmement large. Ce n'est pas comme en France ou en Algérie, où le ministre des Affaires étrangères doit d'abord demander au président si oui ou non il entend engager des sanctions contre tel ou tel pays. Aux États-Unis, non. Le ministre des Affaires étrangères a ce pouvoir extraordinaire de sanctionner, bloquer tous les comptes bancaires de l'État en question et des dirigeants en question. Un peu ce que veut faire la France à l'endroit des responsables algériens. Alors, cette idée de partenariat stratégique, elle n'est pas récente. Vous savez qu'en 1962 déjà, l'Algérie essayait de s'approcher, de se rapprocher des États-Unis, car à l'époque, le président américain, c'était John Fitzgerald Kennedy, et lorsqu'il était sénateur en 1957, il avait appelé ouvertement à la fin de la colonisation française en Algérie. Et après notre glorieuse révolution et cette magnifique indépendance, le président Ben Bella s'est rendu en octobre 62 à Washington, où il a été reçu avec les honneurs par le président John Fitzgerald Kennedy. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En octobre, donc, Ben Bella
Feu Ben Bella va à Washington, mais comme il n'a pas d'expérience politique, qu'est-ce qu'il fait juste après Washington? Il va à Cuba voir Fidel Castro. Et là, les Américains l'ont très, très, très mal pris. Et à cause de cela, plus personne ne voulait défendre l'Algérie aux États-Unis. Plus personne. Il a fallu le talent énorme, et je l'ai souvent cité, à la fois de feu Cherif Guellel, qui était ambassadeur d'Algérie à Washington, à partir de 1963 jusqu'en 1967, et de son acolyte, de son partenaire, parce que tout seul on peut rien faire, Idouada Matsafak, comme on dit chez nous, avec Moussaoud Zekar, le grand homme d'affaires et un homme de réseau. Et il connaissait tout le monde aux États-Unis. Ils ont fait un travail de réseau phénoménal. Alors, Cherif Guellel, sa compagne, c'était Miss America, c'était l'héritière de Fox. Vous connaissez les maisons de production de films Fox. Donc, elle avait un réseau phénoménal, avec Zelgar, réseau phénoménal. Et c'est comme ça qu'ils ont rattrapé l'erreur, pardon, de Feu Ben Bella, qui connaissait rien à la politique. L'arabe, ben, vous savez, c'est un métier, la politique. Hein. C'est pas n'importe qui peut faire de la politique. Qui était parti voir Ben Bella. Bref, les années ont passé. Il y a eu la rupture des relations diplomatiques entre les États-Unis et l'Algérie entre 67 et 74 à l'initiative de l'Algérie, à l'époque de Feu ou à l'époque de Médine. Ça a été très mal pris. Mais on a eu l'occasion, comme je vous l'ai dit, en 81, de faire libérer les otages américains à Téhéran, à l'ambassade américaine de Téhéran en Iran, grâce à Feu Mohamed Sadiq Ben Yahya, et l'image de l'Algérie s'est améliorée. Et en récompense, ou plutôt pour remercier l'Algérie de cet exploit diplomatique qu'on n'arrive plus à refaire, mais Inch'Allah, nous avons bon espoir, Ronald Reagan avait reçu en grande pompe notre président, Feu Chadli Ben Jadid, vous voyez avec sa magnifique femme, la grande Halima, vous voyez ici Reagan, Feu Chadli Ben Jadid et Nancy Reagan, la femme du président américain. C'était le 17 avril 1985. Et comme à l'époque, on va dire que l'Algérie avait beaucoup de difficultés économiques, le prix du pétrole commençait à baisser très sérieusement, le président américain nous a offert la série télévisée Dallas que ceux de ma génération connaissent. Donc c'était un cadeau, un beau cadeau, et l'image de l'Algérie était magnifique. Donc vous voyez, normalement on aurait pu penser que les États-Unis, après cette belle rencontre, allaient soutenir notre président algérien. Vous savez ce qui s'est passé. On va y arriver. En plus de cela, il y a une visite importante du président algérien, donc en France, reçu en grande pompe par le président français François Mitterrand. C'est une visite historique, c'était la première fois qu'un président algérien faisait une visite officielle en France. Mais qu'est-ce qui s'est passé? 1992, donc le 12 janvier 1992, un clan du pouvoir a forcé notre président Chadli Ben Jadid à démissionner. Et là, la France a joué un rôle très important, la France. La France soutenait les islamistes. Mais officiellement, on disait non, on veut arrêter on veut, comment dirais-je, arrêter le processus électoral. Mais c'était un double langage, comme savent très bien le faire les Français. Mais le président algérien, lui, a dit, je continue les élections, il faut laisser le deuxième tour se produire, car il y avait le premier tour des élections législatives le 26 décembre 1991, donc on pensait que le fils, et tout le monde, tous les observateurs pensaient que le fils allait gagner. Chadli a dit, je joue le jeu, s'il gagne, ben il gagne, et s'il perd, ben il perd. En tout cas, lui, il voulait rester président, et quitte à faire une cohabitation avec le fils, il dit, c'est le jeu démocratique. C'est ce que dit son épouse, donc la grande Halima Boumediene, qui est au passage de Mazouna, à 5 km de chez moi, juste pour la petite histoire. Et les Français avaient un double jeu, comme je vous l'ai dit. Et c'est le président français qui a poussé à la démission de Chadli Ben Jadid. Et oui,
car le président français avait soutenu certains généraux qui s'étaient opposés à l'annonce des résultats. Voilà, c'est ce que dit Madame Halima Benjedid, l'épouse du président. Et oui. Et donc, il a été obligé de démissionner, notre président. Alors, il n'y a pas que Chadli Benjedid qui a été obligé de démissionner. Vous savez que Chadli Benjedid est un militaire, c'était un colonel. Et pourquoi il a pris la succession de Feu Houari Boumediene après son décès le 27 décembre 1978? Car c'était le plus haut gradé, de l'institution militaire algérienne. Et même en étant le plus haut gradé de l'institution militaire algérienne, il a été obligé de démissionner. Après lui, vous savez qu'il y a eu l'assassinat de Feu Mohamed Boudiaf, le 29 juin 1992. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu notre grand président aussi, Mohamed Zarwal, général, ministre de la Défense, président de la République. On le voit ici, à 57 ans. Il a été lui aussi poussé à la démission. Est-ce que vous imaginez? Il a été poussé à la démission. Voilà, chronique d'une démission forcée. Ça fait beaucoup quand même, hein? On a le président Chadli Benjedid, colonel, poussé à la démission. Nous avons le président général Mohamed Zarwal, poussé à la démission. Alors, comment il a été poussé à la démission, Mohamed Zarwal? Eh ben, pardon, Yamin Zarwal, excusez-moi. Donc, le général Yamin Zarwal, comment on l'a poussé à la démission? Pendant 5 mois, il y a eu une campagne de presse contre son grand ami, qui était à la fois ministre conseiller, qui s'appelait le général Betchin, qui était un homme d'affaires, qui avait créé un réseau, qui était responsable du nouveau parti, le RND, qui plus tard sera sous la responsabilité de Ahmed Bouyahia. Et on l'a accusé d'avoir organisé des séances de torture après les événements d'octobre 1988, car comme vous le savez, le général Mohamed Betchin avait pris le relais de Qasdi Medbah à la sécurité militaire. Donc, pendant 5-6 mois, la campagne médiatique contre le bras droit, l'ami du président Yamin Zarwal a été exécrable dans les médias algériens, et tous les médias internationaux en parlaient. C'est un peu comme aujourd'hui. Vous voyez la campagne de presse qui est exécrable contre le président algérien, contre l'Algérie. C'était exactement la même chose avant que le président Yamin Zarwal soit poussé à la sortie. Et avant qu'il démissionne, notre président, il a fallu que son bras droit démissionne. Donc le général Betchin a été poussé à la sortie. Et dans tous les médias du monde entier, on en parlait. Donc là, c'était Le Monde. Là, donc si je ne m'abuse, le journal belge, RTBF. Regardez. Donc c'était vraiment un événement majeur. Et comme il a été poussé à la sortie, c'était le 11 septembre 1998. Oui, 11 septembre, hein, avant 2000. C'est une date incroyable. Il y a eu le 11 septembre 1973, le coup d'État de Pinochet contre Salvador Allende au Chili. 11 septembre 1998, Yamin Zarwal poussé à la sortie. Donc il a organisé ce qu'on appelle son retrait avant la fin de son mandat. Et donc il a décidé d'organiser des élections anticipées 6 mois après. Et c'est comme ça qu'en avril 2019, une nouvelle élection a été organisée, et c'est le président Abdelaziz Bouteflika qui a pris la suite, la relève. Mais qu'est-ce qui s'est passé au bout de 4 mandats? Eh oui, avril 2019. L'histoire se répète à nouveau. Abdelaziz Bouteflika a démissionné, il a été forcé de démissionner.
Alors certains pensent que c'est le Hirak, mais vous savez que le Hirak n'a été qu'un élément dans le cadre d'une stratégie machiavélique pour pousser à la sortie le président Abdelaziz Bouteflika, qui n'avait de président que le nom, car il était extrêmement malade. Donc on résume, un colonel, le plus haut gradé de l'armée algérienne, Chadli Benjedid, obligé de démissionner. Donc c'était en janvier 1992. En septembre 1997, un nouveau général, président, poussé à la sortie. Ensuite, qu'on le veuille ou non, Abdelaziz Bouteflika était un militaire, qu'on le veuille ou non. Poussé lui aussi à la sortie. Avril 2019. Donc vous avez 3 présidents poussés à la sortie. En plus des militaires. Ensuite, nous avons Si Abdelmajid Tebboune, lorsqu'il était Premier ministre, au bout de 79 jours, je dis bien 79 jours, moins de 3 mois, il a été poussé à la sortie, lui c'est un civil, le 15 août 2017. Et vous savez que je l'ai soutenu, j'ai organisé 2 manifestations pour soutenir le Premier ministre de l'époque, donc Si Abdelmajid Tebboune, car il luttait contre la corruption. Il a été poussé à la sortie, car il défendait les intérêts de l'Algérie. Vous savez que le régime Bouteflika donnait beaucoup de cadeaux à la France, et le Premier ministre de l'époque ne voulait plus donner des cadeaux à la France. Et il a été poussé à la sortie. Donc on peut imaginer qui a pu pousser le président, en tout cas le cadre présidentiel, à limoger le Premier ministre Abdelmajid Tebboune. C'est évidemment la France. Et dans tous les médias, regardez l'AFP, bien sûr, elle traduisait en anglais comme quoi le Premier ministre de l'époque a été poussé à la sortie moins de 3 mois après avoir été nommé. Eh oui. Alors, revenons à l'actualité et au sujet de cette vidéo. Vous avez vu que le ministre français de l'Intérieur, ministre d'État, a parlé de riposte graduée. Riposte graduée contre l'Algérie. Donc il y a plusieurs étapes, il y a une stratégie pour éliminer, pas le régime algérien, pas le gouvernement algérien, non, non, celui qui est visé. Vous savez c'est qui? C'est notre président. Les Français veulent pousser à la sortie notre président, c'est Abdelmajid Tebboune. C'est ça qui est visé. C'est le dessein, c'est l'objectif du gouvernement français. Et il fait ça de façon très méthodique. Alors, vous avez vu comment l'arrestation de l'auteur algéro-français depuis le 16 novembre a été récupérée, instrumentalisée de façon à torpiller l'image de l'Algérie, du gouvernement algérien, du peuple algérien, de la diaspora algérienne. Vous avez vu, c'est une stratégie machiavélique, mais extrêmement efficace. En plus, on a une chaise vide à l'ambassade d'Algérie, à Paris. Donc, allons-y. Nous avons laissé un boulevard pour que cette stratégie de torpillage de notre pays puisse avoir le maximum d'efficacité. Donc vous avez vu que l'épouse de l'ambassadeur d'Algérie au Mali a été refoulée dans un aéroport français. Vous avez vu que l'ancien directeur de cabinet du président, donc c'est personnel, a été refoulé aussi, M. Mohamed Khalef. Vous avez vu qu'on a accusé un fonctionnaire binational, donc algéro-français à Bercy, de faire de l'espionnage. Alors, je vous expliquais hier, ça ne tenait pas la route, car l'Algérie peut demander n'importe quelle information bancaire à la France, et la France donne cette information. Donc ça, c'est de la manipulation pure et simple, mais comme nous n'avons pas d'ambassadeur pour riposter, la France, elle déroule sa stratégie de torpillage de notre pays, de notre gouvernement, de nos institutions,
et de nos binationaux, c'est-à-dire de la diaspora. Car qui est visé là? Ce sont les 5 millions d'Algériens vivant en France qui sont visés. Eh oui, ça s'appelle mettre en place une stratégie. Vous avez vu que l'avocat français et l'avocat du génocidaire Netanyahou, de l'auteur algéro-français, a décidé de saisir l'ONU pour bien salir au niveau des instances internationales notre pays. Alors oui, n'attendez pas que les Américains soutiennent le président algérien. Regardez, Kennedy avait reçu le président du Togo, 10 mois après, le 13 janvier 1963, il était abattu par les Français. Kennedy avait reçu le président du Ghana en 62, 4 ans après, il y avait un coup d'État, l'Amérique n'a pas soutenu le président du Ghana, Kwame Nkrumah. Donald Rumsfeld, secrétaire d'État à la Défense, en 83, rencontrait le président irakien à Bagdad. 8 ans après, il détruisait Bagdad. Et 17 ans après, il était assassiné en 2003. Barack Obama rencontrait Kadhafi. Quelques mois après, il était tué par les forces de l'OTAN, parmi lesquelles l'armée française et américaine et anglaise. Le président de l'Afghanistan, pendant 20 ans, les Américains ont soutenu, financé, développé l'Afghanistan. En une semaine, ils sont partis et le président afghan est obligé de fuir aux Émirats. L'ancien président Biden qui soutenait matin, midi et soir le président ukrainien, en une semaine, le président ukrainien était humilié par son successeur. Donc non. Je crois qu'aujourd'hui, le président algérien doit être extrêmement vigilant. Je dis bien extrêmement vigilant, car les Français aujourd'hui veulent sa peau. Je dis bien veulent sa peau. Et ça, c'est très important. Stratégie en 3 actes. Premier acte. On fait en sorte que la diaspora algérienne en France ne soutienne plus le président algérien, notamment en la visant nommément. Les OQTF, suppression des cartes de séjour, dénaturalisation des Français et maintenant mise en doute des fonctionnaires qui travaillent dans les institutions de l'État français en disant qu'ils font de l'espionnage. Donc, premier acte, mettre fin au soutien de la diaspora au président. Deuxième acte, 800 personnalités civiles et militaires n'ont plus le droit de venir en France. Vous savez, l'étape d'après, ça va être quoi? Ils vont bloquer leurs avoirs, c'est-à-dire bloquer leurs comptes bancaires, sûrement mettre en place des procédures pour bien mal acquis, comme à l'époque je l'avais fait pour Chekib Khalil, Ould Qaddour, Abdeslam Bouchouareb. Donc qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, ces 800-là vont se retourner contre le président, ils vont dire « mais c'est à cause de toi qu'on a tous ces problèmes en France ». Vous savez, vous connaissez Ibn Khaldoun, le fameux concept de Asabiya. Comment un pouvoir tient? Le Asabiya, c'est quoi? C'est la cohésion sociale, c'est la solidarité sociale, c'est-à-dire la force des liens harmonieux au sein d'un groupe, qui lui permet d'être à la fois conscience qu'il est groupe, c'est-à-dire c'est un groupe à part de la société, et cohérent en son sein. Donc la France, qu'est-ce qu'elle est en train d'essayer de faire? Elle est en train d'essayer de casser le groupe qui soutient le président, qui soutient les institutions algériennes, en empêchant 800 personnalités civiles et militaires, bientôt en bloquant leurs comptes bancaires et bientôt en engageant des poursuites judiciaires contre ces 800 personnes. La France cherche à casser la Asabiya autour du président algérien. Donc ça, c'est l'étape 2. C'est pas moi qui l'invente, c'est Ibn Khaldoun.
Khaldoun, vous connaissez Muqaddima, les prolégomènes d'Ibn Khaldoun. Et si vous voulez, il y a un beau livre de Jamil Sayar qui s'appelle Politique de l'Islam, l'idée de l'État de Ibn Khaldoun d'hier à aujourd'hui, qui explique très très bien le concept de Asabia à l'époque contemporaine. Et la troisième étape, c'est de limiter le nombre de visas aux Algériens qui veulent venir en France. C'est-à-dire, vous savez qui demande des visas la plupart du temps, c'est des commerçants, c'est des enseignants, c'est des policiers, des gendarmes, des avocats, des architectes, des médecins. La majorité des demandeurs de visas, c'est des gens qui ont une situation en Algérie. Je ne parle pas de ceux qui n'ont pas de fiche de paie, qui n'ont pas de compte de vise, ils sont obligés de prendre des bateaux de fortune, ils deviennent des harag. Non, ceux qui demandent un visa, ce sont des gens qui font partie de la classe moyenne algérienne. Donc en diminuant de 28% le nombre de visas au mois de janvier, que cherche la France? Créer un mécontentement au sein de la classe moyenne algérienne qui soutient le président de la République. Donc je résume, la stratégie graduée, comme dirait notre ami Bruno Retailleau, en 3 temps. Susciter le mécontentement de la diaspora, susciter le mécontentement des 800 qui soutiennent le président et susciter le mécontentement de la classe moyenne algérienne, qui est la classe qui soutient naturellement le président. Et l'objectif de cette triple stratégie, c'est de pousser les 800 à faire démissionner le président Si Abdelmajid Tebboune. Ça a déjà été fait à 3 reprises avec le colonel Chani Benjedid, avec le général Liamin Zeroual et avec le commandant, parce qu'à l'époque il était commandant pendant la Révolution, Abdelaziz Bouteflika. Et notre président de la République a déjà vécu cette expérience en août 2017 lorsqu'il a été lâché par ceux-là même qui l'avaient nommé, car il dérangeait certains intérêts. Et oui, le premier ministre de l'époque, donc c'est Abdelmajid Tebboune, a dit « je vais lutter contre la corruption », comme moi je l'ai fait. Et vous avez vu, je me suis retrouvé en prison. Ben oui, quand on veut faire du bien, on se retrouve en prison. Donc là, je crois que le président algérien est dans un piège. La France est en train de tendre un piège au président algérien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a toujours des solutions. Déjà, il faut que le président algérien en prenne conscience que la France est en train de pousser certains de ces hommes, parce qu'il faut savoir que dans le monde politique algérien, il y a des gens qui aiment la France, qui soutiennent les intérêts de la France. Vous le savez, j'espère. Vous avez vu que depuis qu'il est président, si Abdelmajid Tebboune a été obligé régulièrement de limoger certains ministres, pas plus tard qu'au mois de février, le ministre des Finances, avant ça le ministre des Transports, etc., etc. Le ministre de l'Industrie pharmaceutique. Donc il y a des gens qui ne sont pas là où il faut. Donc le président algérien est conscient qu'il y a un problème de compétence, qu'il y a un problème de loyauté et un problème d'allégeance. Donc je crois que le président algérien doit vite nettoyer les écuries qui l'entourent, de façon à ne pas être obligé d'être forcé à la démission, car les 800 là qui ont beaucoup d'intérêt en France, parmi les 800 qui ont beaucoup d'intérêt en France, évidemment, ils veulent pas que cette crise dégénère. Donc, la seule solution, c'est de pousser le président Si Abdelmajid Tebboune à la démission, de façon à revenir à la situation d'avant la reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara occidental. Donc ça, c'est la première chose qu'il doit faire le président, c'est nettoyer son entourage. Deuxième chose, il faut qu'il s'entoure de nouvelles personnes compétentes et loyales. Et troisième chose, il doit mettre fin à cette crise avec Paris en ayant un langage clair, ferme avec Paris. Salam alaikum
والتحية الجزيرة إن شاء الله. الله يرحم الشهداء.